Ma famille décida de le brûler le soir même, pensant mettre fin à ce mystère. Je l'ai retrouvé 2 ans plus tard intact posé sur mon lit. Il y a plusieurs années, j'étais entré en cachette dans une maison abandonnée près de chez moi. L'endroit était sombre, poussiéreux, et tout semblait figé comme si le temps s'était arrêté. En fouillant un peu, j'étais tombé sur une vieille photo en noir et blanc posée sur le sol. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais j'ai eu comme un pressentiment, une impression étrange qui m'a poussé à la prendre avec moi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve qui ressemblait exactement à ma visite dans cette maison. Tout était identique, les pièces, l'odeur de poussière, le silence oppressant, sauf qu'il y avait quelque chose de plus. Dans une pièce où je n'étais pas allé, quelqu'un m'observait à distance, immobile, comme s'il attendait que je le remarque. Ce rêve est revenu encore et encore, chaque nuit plus lourd, plus dérangeant, jusqu'à ce que je décide de rapporter la photo à l'endroit où je l'avais trouvée. Quand je suis retourné dans la maison, j'ai reposé l'image là où je l'avais prise, avec une étrange sensation de soulagement, comme si je libérais quelque chose. Mais au moment de partir, j'ai levé les yeux et j'ai aperçu une silhouette qui se tenait à l'une des fenêtres. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai couru sans m'arrêter, le cœur battant à m'en faire mal, et je n'ai jamais eu le courage d'y retourner. Il y a peu, je suis repassé devant l'endroit. La maison n'existait plus, elle avait été complètement démolie, remplacée par un terrain vide. Pourtant, les souvenirs sont revenus d'un coup, aussi clairs que si tout cela s'était produit hier. Si tu te demandes ce qu'il y avait sur cette photo, c'était une famille, habillée comme dans les années 80. Ils souriaient tous, sauf un homme. Son regard fixe, son expression glaciale, donnaient l'impression qu'il n'appartenait pas à la scène. Il n'avait rien de chaleureux, seulement ce visage qui semblait suivre du regard quiconque le contemplait. L'histoire la plus connue liée à une voiture maudite est sans doute celle de la Porsche Spyder de James Dean. On raconte qu'une véritable malédiction pesait sur ce véhicule. Une semaine avant l'accident qui allait lui coûter la vie, l'acteur Alec Guinness, accompagné d'un ami, cherchait un endroit où dîner à Hollywood. Le premier restaurant était plein à craquer et ils avaient commencé à repartir quand quelqu'un s'est mis à courir derrière eux. C'était James Dean, qui les avait aperçus près de l'accueil ou à travers la vitrine. Il les a rattrapés, s'est présenté et leur a proposé de partager son repas. Guinness et son ami ont accepté, et avant d'entrer, Dean leur a demandé de l'accompagner dans la cour pour leur montrer sa nouvelle voiture. Là, sous la lumière artificielle, se trouvait le petit bolide argenté. Guinness, intrigué, a demandé s'il l'avait déjà conduit. Dean a répondu que non. C'est alors que Guinness a raconté avoir ressenti une impression étrange, comme une voix intérieure, une certitude brutale. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de l'avertir. Si James montait dans cette voiture, il mourrait dans la semaine. Dean a éclaté de rire, un rire léger, presque gêné, comme si l'idée même d'un tel présage était ridicule. La conversation est revenue sur des sujets plus anodins et ils ont fini par dîner ensemble comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, la prophétie s'est réalisée. Dean a trouvé la mort dans un accident alors qu'il se rendait à une course. Depuis, la Porsche 550 Spyder est devenue une légende. On raconte que les pièces récupérées du véhicule ont continué à provoquer des drames, des accidents, des incendies. L'histoire a traversé les décennies, alimentant les récits sur les objets qui semblent porter une charge étrange, comme si certains artefacts mécaniques retenaient une énergie sombre, une empreinte de destin impossible à éviter. Ça remonte à environ 5 ans, dans une boutique du centre commercial. Je ne pense pas que le t-shirt lui-même était maudit, mais si ce n'était pas le tissu, c'était forcément les motifs imprimés dessus qui posaient problème. Je ne me souviens plus des détails précis, mais je sais qu'il était noir, décoré de fines lignes blanches représentant une pyramide inversée, un crâne la tête renversée, la bouche ouverte, et toute une série de symboles. Rien qui, à première vue, évoquait quelque chose de mauvais ou d'occulte.
La première nuit où je l'ai portée, j'ai été drogué dans une boîte de nuit. J'ai failli mourir et j'ai dû réanimer ma copine, qui avait bu le même verre que moi. Elle a survécu. À ce moment-là, je n'ai même pas pensé que ça pouvait avoir un rapport avec le t-shirt. La deuxième fois que je l'ai mis, ma copine et moi, après plus de 5 ans ensemble, avons failli rompre. Une chose qui ne nous était jamais arrivée, nous n'avions jamais été si proches de tout arrêter. La troisième fois, j'ai eu un accident de voiture. La quatrième fois, je me suis retrouvé pris dans une tempête d'une violence extrême, obligé de m'arrêter sur le bas-côté. Pourtant, la météo affichée sur mes 2 applications indiquait grand soleil, et même en actualisant en direct sous la pluie battante, les prévisions restaient parfaitement dégagées. Là, j'ai commencé à me méfier. J'ai plié ce t-shirt et je l'ai glissé sous mon meuble pendant des années, persuadé que si je m'en débarrassais de la mauvaise manière, il se passerait quelque chose de pire, ou qu'il finirait par me suivre. Quand ma copine l'a découvert, elle m'a forcé à le jeter dans une benne à ordures un peu plus loin dans la rue. Et, peut-être une coïncidence, mais le lampadaire juste au-dessus de la benne s'est éteint au moment où je m'en approchais pour le jeter. Le t-shirt est parti, et depuis, tout va bien. Mon oncle m'avait offert un jeu de cartes de tarot pour Noël quand j'avais 13 ans. À cette époque, j'étais fasciné par tout ce qui touchait à l'occulte, ou du moins par ce que j'imaginais en regardant des émissions de chasseurs de fantômes et la série Supernatural. Mon oncle les avait achetés à Salem, dans le Massachusetts, et chaque figure représentée sur les cartes était dessinée sous l'apparence d'un chat. En théorie, cela aurait dû être mignon, mais en réalité ces cartes avaient quelque chose de dérangeant, comme si elles portaient en elles une étrangeté inquiétante. Très vite, j'ai commencé à faire des tirages pour mes amis, souvent pour des raisons légères ou même ridicules, et à chaque fois les résultats se réalisaient. Au début je trouvais ça amusant, presque excitant, mais une part de moi commençait à se sentir mal à l'aise devant ces coïncidences trop précises. Puis les cauchemars ont commencé. J'avais déjà connu des rêves étranges auparavant, mais là c'était autre chose. Chaque nuit, je rêvais que ma maison était hantée par une présence sombre qui semblait s'y installer peu à peu. Dans mes rêves, je voyais une silhouette d'ombre immobile au fond du couloir et, une fois éveillé, je me surprenais à entendre des bruits sourds ou des craquements anormaux dans la maison. Ce qui me troublait encore plus, c'était que ma maison n'avait rien d'ancien ni de mystérieux. C'était une construction banale, érigée en 1997, et ma famille n'était que la deuxième à l'habiter. Jusqu'à l'apparition de ces cartes, j'avais toujours eu le sentiment que c'était un lieu sûr, sans aucune menace, sans aucun secret caché. Tout s'est aggravé quand j'ai fait ce cauchemar d'une intensité presque insupportable. J'ai rêvé qu'une entité noire, sans visage, s'emparait de ma famille entière. Elle prenait leur voix, leurs gestes, mais je savais qu'ils n'étaient plus eux-mêmes. Ce rêve me laissa avec un sentiment d'horreur qui ne me quitta pas même après mon réveil. Le matin suivant, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris le jeu de cartes et je l'ai donné à une association caritative. Dès ce moment-là, tout s'est arrêté. Les cauchemars se sont dissipés, la maison a retrouvé son silence ordinaire, chose étrange, ma chambre elle-même me semblait plus légère, comme si un poids invisible avait été enlevé. Aux alentours de 2001 ou 2002, c'était le jour des photos scolaires pour mes frères, sœurs et moi. Ma mère était venue à l'école pour s'assurer que nous étions bien présentables et pour déjeuner avec nous. Elle avait amené notre petite sœur, qui avait 3 ou 4 ans. Il y avait 2 photographes ce jour-là, et l'une d'elles, une femme, s'est particulièrement intéressée à ma petite sœur. Elle n'arrêtait pas de lui dire à quel point elle était belle et qu'elle aimerait bien l'emmener chez elle. Ma sœur, très timide, restait accrochée à la jambe de ma mère. Puis la photographe a souri et a dit qu'elle avait un cadeau pour elle. Elle a sorti une poupée cousue à la main et la lui a donnée. Ma sœur en est tout de suite tombée amoureuse et l'emportait partout. Mais mes frères et sœurs et moi la trouvions plutôt inquiétante. Peu de temps après, des choses étranges ont commencé à se produire dans la maison. On entendait des coups, on voyait des ombres, on percevait des bruits dans la cuisine. Une fois,
Ma mère a même été réveillée par le bruit d'un de nos portraits qui claquait violemment contre le mur. Nous ne savions pas d'où ça venait, mais ce genre de phénomène n'était pas totalement nouveau pour nous. Ma petite sœur dormait dans la chambre de mes parents. Une nuit, je me suis réveillé en entendant mes parents essayer de la réveiller. Je l'ai entendu murmurer avec peine, « Je ne peux pas », je suis sorti du lit et je suis allé voir. Ma mère caressait son visage et ses bras, tandis que mon père lisait des passages de la Bible. Elle se débattait, donnait des coups de pied et agitait les bras comme si elle luttait contre quelque chose. Ma mère lui demandait ce qu'elle ressentait. Les yeux toujours fermés, elle a dit un seul mot, « chaîne ». Mon père a continué à prier sur elle, et au bout d'une minute à peine, elle s'est calmée et rendormie. Le lendemain matin, mes parents l'ont questionnée sur ce qu'elle avait vécu. Elle leur a raconté un rêve dans lequel quelque chose l'attachait par les bras et les jambes. Elle entendait leur voix et voyait des éclairs de noir et de blanc qui s'affrontaient, ou, comme elle l'a dit avec ses mots d'enfant, le noir et le blanc se battaient. Mes parents ont alors fait le lien, les phénomènes avaient commencé quand la poupée était arrivée. Mon père l'a prise le matin même et l'a jetée dans la benne à ordures. Il est parti travailler, et nous à l'école. Mais en rentrant à la maison, la poupée était dans le lit de mes parents. Là, ils ont vraiment pris peur. Ils ont béni la maison et jeté la poupée à nouveau. Cette fois, elle n'est jamais revenue. Avec le recul, cette poupée ressemblait énormément à une poupée vaudou, et ces choses-là traînent toujours une énergie malsaine. Je suis heureux qu'elle ait disparu pour de bon. Je ne dirais pas que cette chose était maudite car elle ne m'a jamais fait de mal, mais elle avait quelque chose de profondément inquiétant. Le premier contrôleur de jeux vidéo sans fil que j'ai possédé était pour la PlayStation 2. Il avait 2 compartiments à piles, un dans chaque poignée, et je trouvais ce détail assez original. Mais rapidement, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ce contrôleur semblait me suivre à travers la maison. Il m'arrivait de jouer dans ma chambre, de poser la manette sur mon lit en pleine partie pour aller chercher à boire dans la cuisine, et là, sans explication, je la retrouvais sur le comptoir. Comme je suis de nature un peu distrait, je pensais d'abord que je l'avais emportée avec moi sans m'en rendre compte. Mais la répétition de ces incidents me mit la puce à l'oreille. Alors j'ai commencé à être méthodique. Quand je posais la manette, je le faisais en pleine conscience. Je la déposais sur mon lit, ou sur ma commode, ou juste à côté de la console, et je le disais à voix haute pour être sûr de m'en souvenir. Pourtant, à chaque fois, je la retrouvais dans la pièce où j'allais ensuite. Elle semblait me devancer, se déplacer plus vite que moi, comme si elle savait exactement où je comptais aller. J'en ai parlé à un ami, qui bien entendu n'y croyait pas. Un jour, j'ai décidé de lui prouver. Je lui ai montré la manette, j'ai dit clairement, « Regarde, je la pose sur mon oreiller. » Puis nous avons quitté ma chambre, traversé le couloir, descendu les escaliers. Et là, dans la grande salle du sous-sol, posée bien en évidence, se trouvait la manette. Mon ami resta figé devant elle, incapable de trouver une explication. Son expression trahissait à la fois l'incrédulité et une peur qu'il n'osait pas admettre. Ce phénomène a continué pendant près d'1 an. À chaque fois que je pensais pouvoir l'ignorer, elle réapparaissait là où je ne l'attendais pas, comme si elle voulait absolument me rappeler sa présence. Puis, un jour, je l'ai laissée tomber par accident. Dès cet instant, le mystère cessa. Elle ne bougea plus jamais toute seule. Ma sœur était à Delphes, en Grèce, pour un voyage d'études, et elle a acheté 3 petites figurines de chouettes. Au moment de l'achat, la commerçante lui a conseillé d'en prendre soit 2, soit 4, mais surtout pas 3. Ma sœur a insisté, disant qu'elle n'avait besoin que de 3. Après un échange tendu, elle a fini par payer ses 3 chouettes, et la vendeuse lui a dit qu'elle jetait un sort sur l'une d'entre elles parce qu'elle en avait pris un nombre interdit. Ma sœur a pris ça à la légère. De retour à la maison, elle m'a offert une figurine en me disant de choisir parmi les 3. Je ne connaissais pas encore l'histoire de la malédiction. J'ai choisi celle que je préférais et je l'ai ramenée chez moi, contente d'avoir un souvenir de Grèce.
Mais les mois suivants, les choses ont commencé à devenir très étranges. J'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes et des paralysies du sommeil, avec un sentiment de terreur écrasante. J'avais l'impression de sombrer dans la folie. Mon chat, Minerva, nommé ainsi en référence à la déesse romaine de la sagesse et de la guerre, associée à Athéna, dont l'animal sacré est justement la chouette, se mettait à faire tomber la figurine tous les jours. Je pensais simplement qu'elle faisait ses bêtises de chatte, sans plus. Un soir, vers 1h du matin, j'ai reçu un message de ma sœur. Elle était toute excitée parce qu'une belle chouette blanche s'était perchée dans l'arbre devant sa fenêtre. J'étais réveillé à cause de mon insomnie, je redoutais de dormir, par peur de revivre mes terreurs nocturnes. J'ai immédiatement appelé ma sœur. Elle n'était pas étonnée que je sois encore debout et s'apprêtait à me décrire la chouette, mais je l'ai interrompue en larmes. Je lui ai dit, je sais ce que ça veut dire. Minerva va mourir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une certitude. J'avais le sentiment que Minerva renversant sans cesse la figurine et la chouette apparaissant devant la maison de ma sœur étaient liées. Je lui ai expliqué et elle s'est mise à pleurer à son tour. C'est là qu'elle m'a enfin raconté l'histoire de la malédiction que la vendeuse aurait jetée sur l'une des chouettes. Paniqué, j'ai plongé la figurine dans un verre rempli de sel de mer. Malheureusement, quelques mois plus tard, Minerva est morte d'une insuffisance rénale inexpliquée, à seulement 3 ans. J'ai sombré dans une profonde dépression. C'était il y a 8 ans. Depuis, j'ai remonté la pente, mais je n'oublierai jamais cette expérience ni l'impact qu'elle a eu sur ma vie. Je ne comprends pas pourquoi cette femme a jeté une malédiction, mais je crois sincèrement qu'elle était réelle. C'est une histoire qui vient de la mère de mon petit ami. Un jour, elle acheta un vieux kilt sur un marché aux puces. C'était une couverture faite main, très belle et vendue pour presque rien. Elle décida de la placer dans la chambre d'amis, qui servait surtout de pièce aux chiens à cette époque. Ils y allaient tout le temps pour dormir, jouer ou simplement se reposer. Dès que le kilt fut posé sur le lit, leur comportement changea radicalement. Les chiens refusèrent d'entrer dans la chambre. Ils restaient plantés dans l'embrasure de la porte à grogner et aboyer, ce qui ne leur ressemblait pas du tout. Peu après, d'autres phénomènes commencèrent. Des objets posés sur les étagères étaient retrouvés projetés à l'autre bout de la pièce, comme si une force invisible les avait lancés. Parfois, on entendait des coups sourds contre les murs, sans aucune explication. Une nuit, la grand-mère de mon petit ami passa la nuit chez eux. Comme elle avait mal au dos, on lui donna son lit, le plus confortable de la maison, et lui alla dormir dans la chambre d'amis, avec le kilt. Le lendemain matin, il se réveilla avec le corps couvert de griffures, comme s'il avait été attaqué dans son sommeil. Les choses culminèrent quand la mère fit un rêve troublant. Sa propre grand-mère lui apparut au bord de son lit et la réveilla en prononçant des mots très clairs, « Débarrasse-toi du kilt. Tu dois t'en débarrasser maintenant. » Ce rêve lui parut si réel qu'elle se leva bouleversée. Le lendemain matin, elle prit la couverture et la jeta immédiatement. À partir de ce moment, tout cessa. Les bruits disparurent, les objets ne volèrent plus à travers la pièce et les chiens revinrent jouer et dormir comme avant dans la chambre d'amis. Depuis ce jour, il n'y eut plus de problème. Seule exception, de temps en temps, l'ancien poste de radio de la maison s'allume tout seul, comme un dernier rappel discret de ce qui s'était passé. J'avais une vieille boîte à musique ancienne qui appartenait à la grand-mère de mon ex-petit ami. Pendant qu'il vivait chez moi, elle est décédée et il a récupéré la boîte dans son héritage. Je l'ai toujours détestée. Elle me donnait la chair de poule. Même si elle jouait une mélodie très belle, je ne l'ai mise en marche qu'une seule fois. Elle dégageait une atmosphère si étrange que je ne supportais pas sa présence. Quand mon petit ami a quitté la maison, j'ai rangé toutes ses affaires qu'il avait laissées derrière lui dans le débarras, y compris cette boîte à musique. À partir de là, ma vie est devenue un enfer. Ma santé s'est dégradée, mes 2 chiens ont eu un cancer et j'ai dû les faire euthanasier, ma voiture tombait constamment en panne, ma mère est tombée malade et est morte, un voisin souffrant de troubles mentaux a commencé à me harceler, et j'étais en conflit permanent avec mes amis et mes collègues. Pour couronner le tout,
j'ai eu des difficultés financières. Finalement, j'ai décidé de déménager et de me débarrasser de toutes les affaires de mon ex. J'ai mis cette fichue boîte à musique avec le reste dans mon pick-up et j'ai tout emmené à la décharge. Je ne sais pas si c'est lié au fait de m'en être débarrassé, mais ma vie s'est apaisée et a commencé à s'améliorer. J'ai pu acheter une nouvelle voiture, j'ai rencontré un autre compagnon, j'ai acheté une maison, mes relations avec mes proches se sont rétablies et le voisin dérangé a été placé en hôpital psychiatrique. Une amie m'a même offert un merveilleux chien. J'ai eu presque 10 ans de tranquillité avant que d'autres malheurs ne surviennent. Nous avions un miroir dont je ne sais même plus d'où il venait. Au début, il n'avait rien de particulier, il faisait simplement partie de notre décor. Mais tout changea lorsque nous avons déménagé de notre premier appartement. Pendant le transport, un ami qui nous aidait le fit tomber accidentellement. Le miroir se fissura et, peu de temps après, cet ami fut diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Sur le moment, nous n'avons pas fait le lien, mais la fissure resta bien visible et nous décidâmes malgré tout de l'accrocher dans notre nouveau logement. À partir de là, les malheurs s'enchaînèrent. J'ai fait une fausse couche, mon mari perdit son emploi, je suis tombé malade. Nous avons cru que changer d'air serait la solution et nous avons décidé de déménager à nouveau. Mais les choses ne firent qu'empirer. Une nouvelle fausse couche, puis la perte de 3 membres de ma famille en l'espace de peu de temps. C'était comme si une ombre s'était abattue sur nous, nous empêchant de respirer. Le dernier endroit où nous avons emménagé tourna vite au cauchemar. L'appartement était envahi de cafards, et chaque jour semblait apporter son lot de catastrophes. Tout semblait aller de travers, comme si cette fissure dans le miroir avait ouvert la porte à une série interminable de malchance. Un jour, à bout de nerfs, nous avons pris une décision radicale. Nous avons jeté ce maudit miroir et, en même temps, la moitié de nos affaires infestées. Ce fut un soulagement immédiat. Depuis ce moment-là, plus aucun problème majeur. 6 ans se sont écoulés et notre vie a retrouvé sa stabilité. Je suis superstitieuse, je le reconnais, et je n'ai jamais parlé de cette histoire à qui que ce soit. Mais au fond de moi, je suis persuadé que ce miroir portait vraiment la malchance. Personne ne pourra jamais me convaincre du contraire. L'autre jour, je suis allé dans une maison abandonnée avec des amis. L'un d'eux est très porté sur la spiritualité et, dès notre arrivée, il a dit qu'il ressentait quelque chose d'étrange dans cet endroit. À peine entrés, nous avons trouvé un oiseau mort juste à l'entrée. Nous avons continué à avancer et il a attiré notre attention sur un journal posé sur une table, en disant qu'il fallait s'en méfier. Ce qui était bizarre, c'est que le journal était trempé, alors que rien autour n'était humide et qu'il n'y avait aucune trace d'eau dans la maison. Nous avons poursuivi l'exploration puis, en repartant, il a suggéré de vérifier la date du journal. J'ai ramassé un morceau de bois par terre et je m'en suis servi pour le retourner. En le faisant, j'ai déchiré une partie du papier. Et c'est là qu'un bruit énorme a retenti. Au début, j'ai cru que c'était un klaxon de camion, mais ça a duré 10 à 15 secondes, bien trop longtemps, et ça semblait résonner juste au-dessus de nous, en plein milieu de la forêt. À ce moment-là, nous avons décidé de partir. Mon ami est quand même remonté à l'étage pour vérifier une dernière fois et il a affirmé avoir vu d'autres oiseaux morts, alors qu'il n'était pas là quand nous y étions passés plus tôt. Il a essayé de prendre des photos, mais plus tard, en regardant son téléphone, toutes les images étaient noires. En quittant les bois, nous avons continué à entendre des oiseaux partout autour de nous. Honnêtement, j'ai du mal à croire aux phénomènes paranormaux, mais cette expérience était vraiment troublante. Dans ma ville natale, il y avait une charmante boutique de brocante, organisée en petites allées et compartiments où chacun pouvait tenir son propre stand. La plupart vendaient des antiquités ou des objets d'occasion, mais l'un d'eux se distinguait, c'était un espace consacré aux articles Wiccan. À cette époque, je cherchais un couteau de ceinture pour compléter mon costume de fête médiévale, et en passant devant ce stand, j'en vis un qui semblait parfait. Je l'achetai sans hésiter,
convaincu d'avoir trouvé la pièce idéale. Mais très vite, les ennuis commencèrent. Chaque fois que je me trouvais près de ce couteau, une migraine atroce me prenait. Je devenais irritable sans raison, moi qui d'ordinaire gardais toujours mon calme. Pire encore, je perdais ma coordination, trébuchant ou faisant tomber des choses. La malchance s'acharnait contre moi, et peu à peu je compris que tout cela avait commencé depuis que j'avais ce couteau en ma possession. Le jour où j'ai accepté cette évidence, je l'ai rangé au fond de mon placard, bien emballé, et presque aussitôt j'ai ressenti un léger soulagement. Comme si une pression invisible s'était relâchée. Dès que j'en eus l'occasion, je confiai le couteau à une amie Wiccan, en lui demandant de le purifier lors de la prochaine pleine lune. Pourtant, le rituel ne fut jamais accompli. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de cette lame. Peut-être qu'elle est toujours quelque part, peut-être que quelqu'un d'autre l'a prise sans se douter de son poids. Tout ce que je sais, c'est que le fait de m'en être débarrassé fut comme reprendre ma vie en main. Je n'ai jamais racheté de couteau de ceinture depuis, même pour mon costume. Ce manque-là vaut mieux que de revivre ce que j'ai enduré. J'ai rencontré une dame dans la maison de retraite où je travaillais. Comme beaucoup d'autres, elle y avait été placée lorsque sa santé avait décliné. C'était la plus jeune résidente, mais je n'avais pas réfléchi à la raison. Après tout, il faut bien que quelqu'un soit le plus jeune. Au fil du temps, j'ai appris à la connaître et elle parlait souvent de son passé. Un jour, elle m'a raconté un voyage à Hawaï après lequel, selon ses mots, tout avait changé. Elle n'a jamais dit clairement que c'était la cause de ses problèmes de santé, mais elle regrettait amèrement d'avoir pris ce fichu caillou. J'avais déjà entendu parler de roches maudites et j'ai cherché sur Internet. Effectivement, il est fortement déconseillé aux touristes de ramener des pierres d'Hawaï comme souvenir. Il existe même un site officiel qui explique comment les renvoyer par la poste. On trouve aussi des forums où des gens racontent que leur malchance a cessé une fois qu'ils avaient rendu la pierre. Malheureusement, la dame que je connaissais n'avait jamais entendu parler de cette possibilité. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait fait de la pierre, sa réponse m'a glacé. Un jour où elle était particulièrement frustrée de sa vie, elle l'avait réduite en poussière à coups de marteau. Elle avait ensuite balayé les débris et les avait jetés à la poubelle. Elle est décédée il y a quelques années. Elle n'avait qu'une 60aine d'années. Un soir, ma sœur et mon beau-frère étaient assis dans leur salon en train de regarder la télévision quand elle entendit un bruit étrange. Cela ressemblait à des pas précipités, comme si quelqu'un courait. Intriguée, elle baissa le son puis finit par couper complètement l'appareil pour mieux écouter. Le bruit continuait, régulier, insistant, et elle ne parvenait pas à en identifier l'origine. Troublée, elle demanda à son mari de faire le tour de la maison avec elle. Ils commencèrent leur inspection pièce par pièce, mais rien d'anormal. Ce ne fut que lorsqu'ils se dirigèrent vers le garage qu'ils comprirent que le son venait d'en dessous. Leur maison avait été construite sur mesure, et par choix de ma sœur, l'accès au sous-sol se faisait uniquement depuis le garage, les escaliers menant vers un grand sous-sol qui s'étendait sous toute la maison. En descendant les marches, le bruit devint plus clair. Ce n'était pas seulement des pas, c'était comme un ronronnement mécanique, accompagné d'un rythme régulier, exactement celui d'une course. Ils s'arrêtèrent, hésitants, puis ouvrirent lentement la porte du sous-sol avant d'allumer la lumière. Là, en plein milieu de la pièce, se trouvait leur vieux tapis de course. La machine était allumée, la bande roulait à pleine vitesse, comme si un coureur invisible s'y entraînait. Ce qui les glaça, c'est qu'ils n'avaient pas utilisé cet appareil depuis des années. Il n'était pas du genre sportif, et le tapis était resté oublié, recouvert de poussière. Mon beau-frère, cherchant une explication rationnelle, pensa à un court-circuit. Il s'avança prudemment, décidé à le débrancher. Mais quand il se pencha, il réalisa avec horreur que le tapis n'était même pas branché. Pourtant, il tournait à pleine puissance. Sous leurs yeux, la machine commença à ralentir d'elle-même, comme si quelqu'un invisible achevait sa course et diminuait l'allure avant de s'arrêter complètement. Le silence qui suivit fut plus pesant encore que le bruit.
Pris de panique, ils remontèrent les escaliers à toute vitesse. Le lendemain matin, ils chargèrent l'appareil dans leur camionnette et le déposèrent à la décharge. Ils n'en parlèrent plus jamais sans un frisson. Une de mes colocataires avait rapporté un vieux miroir trouvé dans la rue, pensant que ça me plairait. Dès que cet objet est entré chez nous, il n'a apporté que des ennuis, et pas des petits, de gros problèmes. Perte d'emploi, accident, vol d'argent, rupture, maladie. La malchance nous collait à la peau, à toutes, pendant des mois. Un soir, en balayant le couloir où le miroir était accroché, j'ai vu une ombre sombre bouger à l'intérieur du reflet. Une sensation affreuse m'a envahi. Mes colocataires et moi avons recouvert le miroir de sel, puis nous l'avons emmené très loin, dans un quartier excentré, et l'avons enterré profondément pour que personne ne puisse le retrouver. Dès ce moment-là, je ne peux pas dire que tout est devenu parfait. L'une de mes colocataires a continué à avoir certains problèmes, comme on dit. Mais tous les gros malheurs que nous connaissions jusque-là ont cessé. Si ça n'avait été que des incidents isolés, et si je n'avais pas vu cette silhouette dans le miroir, peut-être que je n'aurais pas cru qu'il était maudit. Mais après tout ce que nous avons traversé durant les quelques mois où il est resté dans la maison, je ne crois pas à une coïncidence. Je pense que ce miroir avait été jeté pour une bonne raison et que nous avons hérité, pour un temps, de ce qui y était attaché. Je ne suis pas totalement contre le fait de chiner ou d'acheter des antiquités, mais je suis désormais beaucoup plus prudente sur ce que je fais entrer chez moi. Aucun miroir qui ne soit pas neuf, aucun objet réfléchissant d'occasion. Peut-être que je suis paranoïaque, mais je préfère ça plutôt que de revivre une expérience pareille avec un miroir ancien. Je ne dirais pas que c'était réellement une malédiction, mais nous avions un chat en jade que mon mari m'avait offert avant notre mariage, vers 2004, lorsqu'il était venu d'Angleterre. La figurine était assez laide, mal sculptée, mais comme j'aimais les chats et le jade, je l'avais mise en évidence dans la maison. À partir de ce jour, tout a basculé. Son père est décédé, puis ma mère, notre voiture a été volée, et très vite nous avons plaisanté, en disant « c'est ce maudit chat en jade ». Alors nous l'avons rangé dans une boîte, enfermé dans un tiroir, et presque aussitôt les choses se sont calmées. Pendant des années, nous avons refait la même expérience à plusieurs reprises, chaque fois que nous ressortions la figurine, une série d'événements tragiques ou malheureux s'abattaient sur nous, jusqu'à ce que nous la rangions de nouveau. La dernière fois que nous l'avons laissé dehors, l'un de nos chats est tombé malade soudainement et il est mort peu après. Ce fut la fois de trop, et nous avons décidé de ne plus jamais le ressortir. Nous avions pensé nous en débarrasser, mais nous avions peur que ce soit irresponsable, au cas où l'objet portait réellement malheur. Puis, un jour, notre maison a été inondée, et le chat en jade fut emporté avec d'autres affaires. Nous nous sommes dit que c'était désormais le problème de quelqu'un d'autre. Je garde pourtant un doute, car il est vrai que mon mari et moi avons toujours eu une certaine propension à la malchance, alors peut-être que ce n'était que coïncidence. Mais je me suis promis que si cette figurine réapparaissait un jour dans ma vie, je la considérerais définitivement comme maudite. Et ce n'est pas la seule expérience que j'ai eue avec la pierre. J'avais aussi un pendentif en jade violet. La première fois que je l'ai porté, je me suis fait arrêter lors d'un contrôle, et j'ai appris que j'avais un mandat de comparution non réglé dont je n'avais même pas connaissance. Pensant que c'était peut-être un mauvais présage, je l'ai rangé. Quelques mois plus tard, je me suis dit que je me faisais des idées et je l'ai remis. Les probabilités que quelque chose de grave arrive encore étaient minimes, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. La grand-mère de mon mari devait quitter son condo pour entrer en maison de retraite. J'ai un salon victorien rempli d'antiquités, d'objets de famille et de photos des deux côtés de notre famille accrochées au mur. Ma belle-mère nous a donné les photos de sa mère, représentant sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Nous les avons laissées dans le couloir, près de la porte d'entrée, en attendant d'avoir le matériel nécessaire pour les accrocher correctement au vieux mur en plâtre de notre maison de 1900. Quelques jours plus tard, les émeutes et les troubles ont commencé à Minneapolis, là où nous vivions.
Les informations conseillaient de laisser une lumière allumée pour que les gens sachent qu'il y avait du monde à la maison et ne tentent pas de s'introduire. Mon mari n'a pas voulu le faire et a tout éteint. J'étais terrifié et j'ai dormi tout habillé, prêt à fuir si besoin. En pleine nuit, mon mari me réveille et « Tu as allumé la lumière ?» J'ouvre les yeux dans une chambre baignée de clarté, notre plafonnier était allumé. Je lui réponds « Non, je dormais ». Il l'a éteinte. Un peu plus tard, la lumière s'est rallumée. Il s'est levé, agacé, mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui ne croyait pas aux fantômes commençait à douter, vu tout ce qui s'était déjà produit dans cette maison. Je lui ai dit, ce sont tes ancêtres en bas. Peut-être qu'ils voient quelque chose que nous ne voyons pas. Ils nous protègent. Nous avons fini par descendre, incapables de dormir. Et en effet, des voitures tournaient autour de notre quartier, des groupes de gens regardaient à l'intérieur des maisons. Ces photos sont désormais accrochées au mur, aux côtés de nos autres ancêtres. Tous ensemble, ils veillent sur nous. Ma mère a toujours adoré chiner dans les vide-greniers. Un jour, elle revint avec un objet plutôt étrange, un bouchon de bouteille surmonté d'un petit gobelin sculpté et peint. La créature était accroupie, la bouche grande ouverte sur un sourire mauvais, plein de dents pointues. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi elle avait acheté ça, d'autant plus qu'elle ne buvait même pas de vin. Elle m'avait simplement répondu qu'elle ne savait pas, qu'en le voyant elle avait ressenti le besoin irrésistible de l'acheter. Moi, je trouvais l'objet franchement inquiétant et je lui dis qu'il fallait s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là que le bouchon se mit à rouler tout seul sur la table, comme si une main invisible l'avait poussé du bout des doigts. Nous n'avons pas cherché à comprendre. Nous l'avons enfermé dans un bocal, scotché le couvercle et aussitôt emporté jusqu'à la benne à ordures pour nous en débarrasser. 30 ans ont passé, et pourtant rien qu'en évoquant ce souvenir, j'en ressens encore un frisson désagréable. C'est une image que je préfère éviter de trop faire revivre dans mon esprit. Je faisais du bénévolat dans une friperie dont les bénéfices servaient à financer un hospice pour enfants. Nous n'acceptons les dons qu'aux heures d'ouverture, nous n'avions pas de boîte de dépôt. Un matin, en arrivant au travail, nous avons trouvé une grande peinture laissée près de la porte arrière. Elle s'intitulait quelque chose comme Mère avec enfant et était encadrée d'un magnifique cadre doré. Au dos, quelqu'un avait scotché une page entière à propos du tableau, presque comme une lettre d'avertissement. Le texte expliquait que le couple qui nous l'avait laissé l'avait trouvé peu de temps avant. Leur petite fille disait sans cesse que le bébé représenté dans le tableau sortait de l'image et se mettait à ramper dans sa chambre la nuit. Et que la mère, elle, pleurait et appelait sa fille. Le père décida un soir de dormir dans le salon pour voir par lui-même ce qu'il se passait. Selon la lettre, il avait bien vu le bébé ramper hors de la peinture, tandis que la mère criait « Meurtre !» Meurtre ! La famille avait peur de détruire l'œuvre, alors ils nous l'avaient tout simplement abandonnée. Nous avons enlevé la lettre, exposé le tableau en magasin et gardé le silence sur ce que nous savions. J'avais peur rien qu'à l'idée de le toucher, mais j'ai quand même pris des photos. L'ex-petite amie de mon grand-père était une sorcière. Je précise tout de suite, je ne dis pas ça pour la rabaisser, moi-même je pratique la sorcellerie. Mais elle, c'était la version sombre et destructrice, et dans tous les sens du terme. Elle allait jusqu'à taguer des horreurs directement sur le sol de sa maison, et elle laissait à ma mère des messages vocaux interminables pour insulter ma grand-mère, la première épouse de mon grand-père. Leur mariage s'était brisé parce qu'il enchaînait les aventures avec des hôtesses de l'air, mais malgré tout, ils ne cessèrent jamais de s'aimer. Cette femme, elle, ne supportait pas cette vérité et se vengeait de la pire des manières. Quand elle est morte, elle a laissé derrière elle un chaos de possessions accumulées, une véritable invasion d'objets étranges, et c'est à nous que revint le fardeau de trier tout cela. Parmi ses affaires, elle avait entassé une quantité incroyable d'objets liés à Dionysos, des choses qui auraient pu sembler fascinantes si elles n'avaient pas été à elle. Ma sœur tomba un jour sur une ceinture, élégante et singulière. Elle la passa autour de sa taille,
comme un simple accessoire, sans qu'elle ne sert quoi que ce soit. Peu après, alors que nous étions en voiture pour faire des courses, elle se plia soudain en deux de douleur. Son ventre la faisait atrocement souffrir, au point qu'elle supplia notre mère de la conduire à l'hôpital. Et puis elle eut un déclic, elle se souvint qu'elle portait la ceinture. Elle la retira aussitôt, se redressa presque immédiatement et annonça d'une voix calme qu'elle allait bien. Nous nous sommes tous regardés, sidérés. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons fait un rituel de purification et nous avons exorcisé chaque objet de cette collection. J'ai malgré tout conservé un souvenir d'elle, un sac à main que j'appelle mon sac maudit. Je le garde encore aujourd'hui, et il ne m'a rien fait. Mais j'avais aussi rapporté un autre objet dont j'ai presque totalement effacé le souvenir, comme si je refusais de m'en rappeler. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'à peine rentré avec lui dans mon appartement, le chaos s'y installa. Je crois qu'il s'agissait d'une fuite, ou bien d'un désastre soudain lié à mes chats, je ne sais plus. Mon ex et moi étions dépassés, courant partout pour gérer la catastrophe. Alors, dans la panique, j'ai pointé l'objet du doigt, j'ai lancé un sac poubelle à mon ex et j'ai dit « Ce truc est maudit. Ne le touche pas et sors-le immédiatement. » Elle n'a pas posé de questions, elle l'a fait sans hésiter. À peine l'objet fut-il dehors que tout redevint normal, comme si de rien n'était. Il y a aussi eu cette poupée rituelle que nous avons fabriquée une fois, un Popeye, en dernier recours pour un travail magique qui devait absolument être fait. Nous savions que c'était risqué. Et en effet, il fonctionna. Mais il nous fit payer le prix. Une énergie lourde, étouffante, s'abattit sur nous, et ce souvenir reste comme une cicatrice invisible. J'avais acheté un vieux miroir pour moi et une poupée ancienne et inquiétante pour ma sœur. Elle adore ça, plus c'est glauque, mieux c'est. J'ai mis les deux objets à l'arrière du SUV, je me suis installé et j'ai pris la route pour plus d'1 heure de trajet. Dès que j'ai bouclé ma ceinture, j'ai eu l'impression qu'une présence terrible se trouvait derrière moi, comme si quelque chose me survolait et respirait sur ma nuque. J'ai eu peur tout le long du chemin, scrutant le rétroviseur, persuadé que la poupée allait me sauter dessus. J'ai immédiatement regretté cet achat. J'ai appelé ma sœur et lui ai dit de m'attendre chez moi pour récupérer cette poupée, parce que je ne voulais plus jamais y toucher. Elle l'a prise, et j'ai ressenti un immense soulagement. J'ai ensuite rentré le miroir et l'ai accroché avec mes autres miroirs anciens, le long de l'escalier. La fois suivante où je suis monté, plus je me rapprochais de ce miroir, plus la même terreur m'envahissait. Ce n'était pas la poupée qui était maléfique, mais bien le miroir. Je l'ai recouvert d'une serviette, j'ai appelé ma sœur et elle l'a mis dans la voiture, toujours emballé. Nous avons pris la route pour trouver un endroit où s'en débarrasser. Je ne voulais pas le donner, de peur que quelqu'un d'autre hérite de cette chose maléfique. En passant, nous avons vu un homme qui faisait un vide-grenier. Je me suis arrêté parce qu'un objet m'intéressait, et je lui ai parlé du miroir hanté que j'avais dans ma voiture. Il m'a proposé de faire un échange. Dieu merci. Il savait à quoi s'attendre et je n'avais pas la sensation de refiler ce fardeau à une personne innocente. Je lui ai même demandé, s'il décidait de le revendre, de bien prévenir l'acheteur. Aujourd'hui encore, je me demande si quelque chose de terrible est arrivé à cet homme. Je l'avais averti, mais je garde un malaise, car je ne sais pas s'il a fini par donner ce miroir à quelqu'un qui ignorait tout de son histoire. À cette époque, je travaillais dans une boutique d'antiquités. C'est une longue histoire, mais dès qu'on franchissait la porte, on sentait que quelque chose clochait. L'atmosphère y était lourde, presque suffocante. Pourtant, je savais que ce n'était pas le bâtiment en lui-même. Ma ville est réputée pour ses histoires de fantômes, au point que le tourisme repose en grande partie là-dessus, mais ce lieu n'avait jamais eu cette réputation. Non, ce malaise était venu plus tard, et j'étais convaincu qu'il provenait d'un objet arrivé récemment en magasin. À cette période, je m'étais lié d'amitié avec une femme qui possédait un don de médium. Ce n'était pas son métier, c'était quelque chose qui lui venait de sa famille. Elle n'en parlait presque jamais, et je n'avais découvert son secret que le jour où je lui avais confié mes ressentis dans la boutique.
Elle m'avait alors donné un conseil qui m'a beaucoup aidé: lorsqu'on s'intéresse à un objet ancien, il faut le prendre en main un moment avant de l'acheter, simplement pour sentir s'il nous transmet une énergie particulière, bonne ou mauvaise. J'ai suivi ce conseil, et il m'a été très utile. Cela m'a permis de choisir avec plus de discernement les pièces que j'achetais pour moi ou pour offrir. Mais malgré mes précautions, je n'ai jamais trouvé l'objet à l'origine de cette impression malsaine. Dans un coin de la boutique, à chaque fois que je m'en approchais, un frisson glacé me parcourait, comme si je pénétrais dans une zone interdite. Je n'ai jamais eu le courage de rester assez longtemps pour chercher à comprendre. Je connaissais un professeur à l'université. Il était juif, mais il s'intéressait énormément au christianisme et en particulier à la façon dont on y représente le diable. Il enseignait la littérature anglaise, mais il avait carte blanche pour ses cours, sans programme imposé. Il avait choisi de se concentrer sur le diable tel qu'il est représenté dans les médias. Par exemple, ses étudiants lisaient et regardaient l'Exorciste. Il dirigeait aussi le centre d'écriture, où je travaillais. Un jour, il y a apporté une statue de Pazuzu, le démon qu'on retrouve dans l'Exorciste. Certains étudiants étaient clairement mal à l'aise en la voyant, mais ce professeur trouvait leur gêne plutôt amusante. Puis des choses étranges ont commencé à se produire. Des copies disparaissaient. Des objets tombaient des tables alors qu'il n'y avait personne. Dans le couloir menant au centre, des livres glissaient des étagères. Les lumières s'éteignaient et se rallumaient toutes seules. Le professeur affirmait même, bien que je ne l'ai jamais constaté moi-même, qu'il entendait des pas approcher de la porte tard le soir, alors que la bibliothèque était fermée et vide. Il a fini par être visiblement bouleversé. Je ne sais pas ce qui a été la goutte d'eau, mais il y en a eu une. Après plusieurs semaines à le voir de plus en plus nerveux, la statue a disparu. Il a alors placé des talismans juifs contre les démons un peu partout dans le centre. C'étaient de minuscules morceaux de papier couverts d'écritures hébraïques, pliés et glissés dans les interstices des portes. Les choses se sont apaisées. Pour nous, du moins. En réalité, il avait donné la statue à l'un de ses étudiants. Mais celui-ci l'a vite jetée. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu: « Je n'ai jamais eu de saignement de nez de ma vie. La nuit où le professeur m'a donné cette statue, mon nez s'est mis à couler à flot. Ensuite, j'ai entendu un énorme grondement, et la statue a volé de mon bureau pour tomber par terre. Je l'ai jetée dans la benne derrière la cafétéria. » Le semestre suivant, le professeur a complètement remanié son cours et a préféré se concentrer sur la boxe dans les médias. Quand je suis allé en Afrique il y a environ 15 ans, nous nous sommes arrêtés dans un marché en plein air pour acheter des souvenirs. C'était en Afrique du Sud et en Zambie, près de la frontière avec le Zimbabwe. J'y ai trouvé des objets vraiment fascinants, comme des masques sculptés à la main, des statuettes en bois, des bols travaillés avec patience et d'autres pièces artisanales qui semblaient presque raconter des histoires silencieuses. Le groupe avec lequel je voyageais nous avait conseillé de prier sur ces objets avant de les emporter, car il disait que des chamans ou des guérisseurs pratiquant le vaudou pouvaient jeter des malédictions sur ce genre d'artefacts. Pendant le voyage, j'ai même croisé 2 de ces guérisseurs. Leur simple présence était troublante et leurs regards m'ont marqué d'une façon étrange, comme si leurs yeux contenaient quelque chose d'inhumain ou de profondément ancien. Ce n'était pas seulement un détail physique, c'était une impression qui donnait l'impression d'être observé bien au-delà de la surface. Cette expérience m'a confirmé que dans certaines régions du monde, la dimension spirituelle se révèle avec beaucoup plus de force. Là-bas, elle semble presque palpable, comme si l'air lui-même transportait quelque chose d'invisible. Contrairement aux endroits saturés de bruit et de distractions technologiques, où l'on a tendance à détourner son attention de ces choses, en Afrique j'ai eu le sentiment que le voile entre le monde visible et l'invisible était beaucoup plus fin. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait acheté 2 poupées lutins qui servaient de décoration de Noël. L'une était toute petite, à peine 10 cm de long. Celle-là ne me faisait pas peur. L'autre, en revanche, mesurait peut-être 30 à 40 cm. Ses bras formaient une boucle pour qu'il puisse s'asseoir,
les genoux relevés, maintenue par ses mains. Je détestais cette poupée. Ma grand-mère pensait au contraire que je l'adorais et la mettait toujours dans ma chambre quand je dormais chez elle. J'avais l'impression que ses expressions changeaient lentement, et je voyais son visage prendre des airs horribles et méchants. J'entendais parfois des chuchotements incompréhensibles, et même si ses lèvres ne bougeaient pas, je savais que ça venait de lui. Il m'arrivait de me réveiller et de le trouver dans mon lit. Ma grand-mère croyait sûrement que je jouais avec, alors qu'en réalité je cherchais toujours à m'en débarrasser. Je savais bien que c'était surtout mon imagination, mais je le haïssais. Ce n'étaient pas les lutins des publicités Rice Krispies, mais il ressemblait un peu à Crackle, alors je l'avais surnommé ainsi. Quand ma grand-mère a acheté un appartement dans une grande maison ancienne à Atlanta, je passais beaucoup de temps dehors, à errer dans la cour, tant que je restais dans son champ de vision depuis la fenêtre. J'ai essayé de me débarrasser de ce truc de toutes les façons possibles. Je l'ai jeté dans la benne à ordures, dans les arbres, aussi loin que je pouvais aller. Je l'ai enterré sous des pierres. Je l'ai mis dans les poubelles d'autres immeubles. Mais il revenait toujours. Sans doute des voisins le retrouvaient et le rapportaient, croyant que j'avais perdu mon jouet préféré. Après la mort de ma grand-mère, ma tante m'a envoyé une boîte contenant des affaires qu'elle avait gardées pour moi. J'ai eu un mouvement de recul en tombant sur cette maudite poupée. Mes enfants étaient ados à l'époque. Ils trouvaient ça drôle, mais eux non plus ne l'aimaient pas. Je l'ai emballé dans des sacs de course, scotché de partout, enfermé dans une petite boîte que j'ai recouverte de rubans adhésifs, puis je l'ai rangé au fond du placard. Quelques mois plus tard, je l'ai jeté. J'étais sûr de m'en être débarrassé. Mais en ressortant les décorations de Noël cette année-là, mon fils a ramené la boîte. J'ai cru qu'il avait fait une blague, qu'il l'avait récupérée dans la poubelle et cachée avec les affaires de Noël. Je l'ai jetée à nouveau, après les fêtes, quand les enfants ont repris l'école. L'année suivante, ma tante m'a appelé. Elle faisait du tri et avait retrouvé cette fichue poupée. Elle m'a dit, « J'étais persuadée de te l'avoir envoyée l'an dernier dans la boîte. Tu veux que je te la renvoie ? Ta grand-mère disait toujours combien tu l'aimais. » Je n'ai pas eu le cœur de lui dire, je l'ai détesté toute ma vie, alors j'ai simplement répondu qu'un autre enfant en profiterait mieux. Mais dans ma tête je me disais, il n'y en avait quand même pas deux. Elle me l'a renvoyée malgré tout. Je l'ai recouverte de sel, puis entièrement de rubans adhésifs, et je l'ai jetée dans une benne à ordures, au travail cette fois. Dieu seul sait où elle est maintenant. Un ami à moi habite dans l'ancienne ferme familiale, une maison qui appartient à sa lignée depuis 2 ou 3 générations. Il raconte que dans le grenier, là où les poutres grincent et où l'air est chargé de cette odeur d'ancien, repose un tableau mystérieux. C'est une peinture représentant une femme, et ce tableau était déjà là avant même que sa famille n'acquiert la maison. Personne ne sait vraiment d'où il vient ni qui est cette femme au regard immobile. Ce qui intrigue le plus, c'est qu'alors que le grenier est exactement dans l'état où l'on s'attendrait à trouver un bâtiment âgé de 150 à 200 ans, avec ses toiles d'araignée dans les coins et la poussière qui recouvre les vieilles malles et les planches, le tableau lui reste étrangement intact. Il n'y a jamais la moindre poussière sur la toile ni sur le cadre, comme si quelque chose veillait à le protéger. La famille a établi une règle tacite, personne ne doit toucher ni déplacer ce portrait. Les anciens racontent qu'il vaut mieux ne pas troubler sa présence, et même les enfants de la maison ont grandi avec cette interdiction, l'acceptant sans jamais vraiment la questionner. Ce tableau donne parfois l'impression d'observer ceux qui montent au grenier. Certains disent qu'il émane de lui une atmosphère particulière, ni agressive ni rassurante, mais suffisamment forte pour imposer le silence. Assez étrangement, ma petite amie a reçu cette chose en cadeau, elle ne se souvient plus très bien d'où exactement. C'est une statue en bois représentant Marie, je crois, en train de prier. Quand on a ouvert le carton de déménagement qui la contenait, je l'ai posée sur le comptoir, simplement parce qu'elle allait bien avec le reste. Je n'ai pas fait tout de suite le lien, mais peu après, des choses étranges ont commencé à se produire dans l'appartement. Déjà, l'endroit en lui-même était assez douteux, et pas dans le sens paranormal. Des gens se disputaient dehors presque tous les soirs,
certains dormaient dans les couloirs, d'autres urinaient dans les machines à laver et à sécher, et il y en avait qui fumaient ce qui ressemblait à de la méthamphétamine ou de l'héroïne sur du papier d'aluminium juste devant les escaliers. On dormait déjà très mal à cause de ça, mais après avoir déballé ce carton, il y a eu des bruits sourds et des portes qui claquaient à l'intérieur même de l'appartement. La télé et mon ordinateur s'allumaient tout seuls, le routeur se débranchait, les objets changeaient de place. À plusieurs reprises, alors que je n'arrivais pas à dormir et que je restais sur le canapé vers 3 heures du matin, j'ai senti comme une main glacée se poser sur moi, un froid intense qui me parcourait la peau. Nos chats, eux, se cachaient sous les couvertures dans la chambre pendant des heures, puis grattaient à la porte en miaulant désespérément. Quand on les laissait sortir, ils avaient le poil hérissé et crachaient sur du vide. Une fois, notre mâle, Corvo, s'est littéralement pissé dessus et est resté planqué sous la commode toute la journée. Je n'avais jamais vraiment cru aux esprits auparavant, ou alors vaguement. Mais quand des objets commencent à voler vers ta tête alors que tu es seul à la maison, tu changes vite d'avis. J'avais lu quelque part que porter une croix pouvait t'aider. J'ai fouillé et fini par trouver, dans le même carton, un petit sachet de bijoux avec une croix métallique à l'intérieur. Je l'ai passé autour de mon cou. Et là, les choses sont devenues vraiment étranges. Tu sais ce bruit de fond, un genre de souffle ou de chuchotement qu'on perçoit quand il n'y a pas un son autour? On a commencé à l'entendre la nuit. Sauf qu'il n'y avait jamais vraiment de silence dans ce quartier. Les voisins hurlaient sans arrêt, l'un d'eux, un alcoolique violent, passait son temps à casser des trucs. Ceux du dessous se disputaient sans cesse, balançaient des objets. Au tout début, l'un d'eux avait même jeté un milkshake McDonald's contre notre fenêtre, et personne ne l'avait jamais nettoyé. Puis les cauchemars ont commencé. Des rêves horriblement réalistes. Ma copine, qui a peur des insectes, rêvait qu'elle devenait plus petite qu'eux. Moi, je rêvais de cambriolage qui finissait toujours en meurtre. Je mourais, ou bien c'était elle. Parfois, on voyait dans nos rêves une vieille femme difforme debout à côté du lit. J'ai même rêvé de mes proches assassinés, de mon frère exécuté. Et puis il y avait la statue. On l'a retrouvée déplacée, orientée différemment. Une fois, on est partis ensemble faire des courses, et en rentrant elle se trouvait dans la salle de bain, tournée vers nous. On a tenté de purifier l'appartement avec de la sauge et du sel, sans succès. Ma copine a suggéré de brûler la statue, mais d'après mes recherches, c'était une très mauvaise idée. On a fini par se rappeler que la croix et la statue se trouvaient dans le même carton, et elle a proposé de mettre le collier directement autour de la statue. On l'a fait, et tout s'est arrêté immédiatement. Pour ceux qui liront cette histoire en entier, sachez qu'on a toujours la statue aujourd'hui. Quand on a essayé de la remettre dans une boîte, elle réapparaissait dehors, juste à côté. Alors on a renoncé et on l'a laissée à la vue. Quand on a déménagé de cet appartement pourri, on l'a emportée avec nous. Depuis, elle ne fait plus de mal. Mais j'ai la certitude que si on essayait de s'en débarrasser, elle reviendrait d'une façon ou d'une autre. Ma mère avait acheté un couvre-lit lors d'une vente de garage, un grand afghan aux motifs anciens, qu'elle avait placé dans la chambre d'amis. Pendant des années, chaque personne qui passait une nuit dans cette pièce racontait ensuite avoir vécu les mêmes choses étranges et inquiétantes. Ce n'était pas de simples impressions différentes selon les gens, c'était exactement les mêmes détails qui revenaient, même lorsque les invités ne se connaissaient pas et que des années séparaient leur séjour. À cette époque, j'étais encore enfant et, un peu par esprit de rébellion, j'avais pris un lapin domestique malgré l'avis de ma famille. Ma chambre était reliée à celle de ma sœur, mais il s'est avéré qu'elle était allergique au lapin. En attendant de lui trouver une autre maison, j'ai donc dormi dans la chambre d'amis avec mon animal. Les premières nuits, je me réveillais à plusieurs reprises, mais je pensais toujours que c'était simplement mon lapin qui faisait du bruit en remuant dans sa cage. Pourtant, au fil des nuits, je remarquais que ce réveil se produisait toujours de la même manière, à la même heure et avec cette même sensation étrange dans la pièce. Un soir, après avoir été réveillé une nouvelle fois, je me suis levé pour vérifier ce que faisait mon lapin. Il dormait profondément, immobile, sans le moindre mouvement.
C'est seulement des années plus tard que j'ai réalisé que ce que j'avais ressenti correspondait exactement à ce que les autres invités avaient décrit avant moi. Nous vivions tous la même expérience troublante, comme si la chambre était chargée d'une présence qui ne se manifestait qu'à travers ce tissu. Finalement, ma mère a décidé de se débarrasser de l'Afghan. Elle l'a jeté sans hésitation, et dès ce moment-là, plus personne n'a jamais signalé la moindre activité étrange dans la chambre d'amis. C'était comme si l'objet avait emporté avec lui tout ce malaise invisible qui hantait la pièce. Ma grand-mère avait acheté une petite calèche en porcelaine, d'environ 13 cm de haut. Elle était peinte, avec les chevaux, le cocher et le valet attachés. Un très bel objet de décoration. Elle l'avait trouvé à une vente de charité organisée par une église, et la religieuse qui la lui avait vendue lui avait assuré qu'elle avait été bénie. Ma grand-mère l'a ensuite donnée à ma mère, qui l'a posée sur l'étagère au-dessus de notre télévision. C'était une télévision des années 90, avec un énorme meuble de divertissement et une étagère intégrée. Cette étagère avait toujours été là et supportait d'habitude de lourds objets en verre. Elle était fixée au mur par des vis, pas des clous, ce qui est important pour la suite. Environ une semaine après que ma mère a posé la calèche sur l'étagère, je faisais la vaisselle dans la cuisine. Ma mère était allongée sur le canapé, en train de regarder la télévision, et mon père travaillait dehors sur son bateau. Sur le dessus du réfrigérateur se trouvait une bouteille de tequila que mon père avait ramenée. Et soudain, 3 choses sont arrivées en même temps. La bouteille de tequila est tombée et s'est brisée sur le comptoir. L'étagère a cédé et s'est cassée, coinçant la calèche de porcelaine entre le meuble télé et le mur. Et la télévision s'est éteinte. Il n'y avait eu aucune secousse qui aurait pu expliquer ni la chute de la bouteille, ni celle de l'étagère. Alerté par le bruit du verre qui se brise, mon père est entré et a essayé de récupérer la calèche coincée derrière la télévision, pensant qu'elle avait débranché la prise en tombant. Il a tendu la main pour l'attraper et la calèche est tombée au sol, se brisant en plusieurs morceaux. Mais la télévision était toujours branchée, le câble n'avait jamais bougé. À ce moment-là, j'ai demandé à ma mère qui venait de rire, car j'avais entendu distinctement quelqu'un rire. Ce souvenir me glace encore le sang. Ma mère m'a regardé et m'a répondu que personne n'avait ri. Mes parents ont nettoyé les morceaux de verre et de porcelaine, jeté le tout à la poubelle, puis débranché et rebranché la télévision. Mais après cet épisode, j'ai fait des cauchemars pendant des mois. Dans ma famille, nous avions un jeu de jantes American Racing dont nous étions persuadés qu'elles portaient malheur. Elles avaient été montées sur 4 voitures différentes, et chacune d'entre elles avait fini détruite d'une manière ou d'une autre. La première fut la Nissan Altima de mon père. Une nuit, sans que personne ne comprenne comment, la voiture s'est mise à rouler toute seule dans la pente, a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa course contre un arbre. Ensuite, les jantes ont été installées sur la Mercure de mon frère. Quelque temps plus tard, en pleine nuit encore, un arbre s'est abattu directement sur le véhicule, l'écrasant presque complètement. Mon père, qui était mécanicien, a ensuite décidé de les mettre sur une Toyota Camry. C'est là que les choses sont devenues franchement étranges. Les vitres électriques montaient et descendaient toutes seules, les ceintures automatiques se désengageaient pendant qu'on roulait, peu à peu, chaque voyant du tableau de bord s'est allumé jusqu'à ce que la voiture cesse tout simplement de fonctionner. Mon père a passé des semaines à démonter et réparer la voiture, y investissant beaucoup de temps et d'argent, mais il n'a jamais pu la remettre en état. Finalement, les jantes ont été montées sur ma Mazda RX-7. Cette fois, la voiture a littéralement pris feu alors que je roulais sur l'autoroute. La chaleur était telle que les jantes ont commencé à se déformer et à fondre. Après cela, elles n'ont plus jamais été utilisées sur aucun autre véhicule. La chose la plus proche que j'ai vécue d'une expérience similaire concerne une maison appelée « l'Opéra » dans ma ville natale. C'était un immense bâtiment magnifique, qui servait autrefois à la fois de résidence et de théâtre. Elle est située au bord d'une falaise qui surplombe une petite rivière. À l'époque de la Prohibition, les contrebandiers remontaient la rivière en barque, chargés d'alcool illégal,
puis faisait passer les cargaisons par des tunnels creusés dans la falaise pour les vendre aux spectateurs des représentations. Le lieu avait beaucoup d'histoire et de caractère, mais personne ne savait vraiment ce qui avait fait naître sa réputation de lieu maudit. Pourtant, tout le monde dans la ville le considérait comme tel. Quand j'étais adolescent, la maison a pris feu, détruisant toutes les affaires de la famille qui y vivait alors. Leurs vies ont été anéanties, évidemment. Mais ce qui était étrange, c'est qu'ils n'ont jamais touché l'assurance, ni tenté de réparer ou même de nettoyer les dégâts. Ils sont simplement partis. J'y suis allé avec un ami après leur départ. On explorait souvent des bâtiments abandonnés, mais celui-là avait quelque chose de vraiment différent. L'ambiance y était glaciale, lourde, effrayante. À l'époque, on n'avait même pas entendu parler des rumeurs de malédiction ou de hantise, on savait juste que cet endroit dégageait une mauvaise énergie. Plus tard, une très bonne amie à moi et sa famille ont racheté l'opéra. Ils l'ont rénové, et le résultat était incroyable, un vrai manoir. Je me souviens que lors de ma première visite, elle était ravie de me raconter que plusieurs voisins leur avaient dit « Ah, vous avez emménagé dans l'ancienne maison maudite ». Elle adorait sortir les cartes de tarot ou la planche Ouija quand j'étais là, mais il ne s'est jamais rien passé de marquant. Sa famille était très aisée. Son père avait un excellent poste, il possédait des voitures de luxe, pouvait financer de grandes rénovations, de superbes vacances. Son père était jeune, en pleine forme, du genre grand patron énergique. Je me rappelle qu'il s'énervait si quelqu'un osait renverser du soda sur les sièges de sa Volkswagen Phaeton flambant neuve, et en regardant aujourd'hui le prix de ce modèle, presque 90 000 $ à l'époque, il n'exagérait peut-être pas tant que ça. Bref, tout allait pour le mieux pour eux. Puis, soudainement, son père a été diagnostiqué d'un cancer du poumon très grave. C'était incompréhensible, il n'avait jamais fumé, il faisait attention à sa santé, il était encore relativement jeune. Le cancer était agressif, aucun traitement ne fonctionnait, et il souffrait atrocement. En un rien de temps, la famille est passée de la richesse aux grandes difficultés financières. Mon ami a commencé à voler les médicaments puissants de son père, fentanyl, oxycontin, opana, et a développé une dépendance aux opiacés. Son père a fini par mourir et la famille a dû quitter le manoir pour un petit appartement dans une ville beaucoup moins agréable. En 1 an et demi à peine, leur vie avait basculé du luxe à la misère. On peut trouver des explications rationnelles à tout cela. Des gens en bonne santé attrapent parfois un cancer foudroyant. Les traitements ruinent souvent les familles. Voir son père dépérir quand on est encore adolescent peut pousser à chercher un échappatoire dans les drogues, et après la mort du principal soutien financier, il devient impossible de maintenir un certain train de vie. Mais quand même. La famille précédente qui a tout perdu dans un incendie et s'est enfuie sans se retourner, les voisins qui appellent tous cet endroit-là, maison maudite, l'ambiance effroyable que j'ai ressentie la première fois que je l'ai visité, la manière brutale dont la vie de mon ami a été bouleversée en si peu de temps et le fait que, depuis, aucun occupant ne reste plus de quelques années malgré la beauté du lieu et de son environnement. Tout cela me laisse perplexe. Je me demande encore ce qu'il y a vraiment derrière cette maison. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai aperçu au bord de la route un magnifique fauteuil à dossier haut. Il était en très bon état, élégant, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pu se débarrasser d'un meuble aussi beau. Ravi de ma trouvaille, je l'ai chargé dans ma voiture et l'ai installé fièrement dans mon salon, sans réfléchir davantage. Ce soir-là, au moment de fermer la porte d'entrée avant d'aller me coucher, mon mari et moi sommes passés par le salon. Pourtant, au moment de franchir le seuil, nous nous sommes arrêtés net. Nous nous sommes regardés, abasourdis, car nous ressentions tous les deux exactement la même chose. Une énergie lourde, effrayante et emplie de colère emplissait la pièce. Nous n'avions jamais connu un tel sentiment dans notre maison, qui avait toujours été un lieu paisible. J'ai brisé le silence en disant à mon mari, « Je crois que quelqu'un n'est pas content que j'ai pris son fauteuil. » Il a acquiescé immédiatement, comme si lui aussi percevait cette présence contrariée. Alors, à voix haute, je me suis adressé à ce qui semblait habiter l'objet. J'ai dit, je ne voulais pas faire de mal. J'ignorais que ce fauteuil avait une telle importance. Je l'ai trouvé beau et je voulais simplement en prendre soin.
Je te promets de le respecter et d'en prendre soin comme tu l'as fait. Mais je te demande de quitter notre maison. » Après cela, j'ai allumé de la sauge et j'ai soigneusement purifié le fauteuil et toute la pièce. Puis j'ai passé l'aspirateur et nettoyé le meuble, comme pour lui donner une nouvelle vie. À mesure que je faisais cela, l'énergie oppressante s'est dissipée et la maison a retrouvé son atmosphère habituelle, douce et tranquille. Cela peut paraître cliché, mais il y a environ 10 ans, ma famille et moi avons ramené du Machu Picchu de petits vases qu'on nous avait présentés comme ayant plus de 400 ans. Ces vases étaient faits de terre, avec un visage sculpté dessus. Ils nous avaient été offerts par un ami de la famille qui voulait nous donner quelque chose de spécial pour notre visite au Pérou. Selon lui, il les avait achetés à un local de la région de Pisco, là où se trouve le Machu Picchu. De retour au Canada, dès la première semaine, une série d'événements terribles s'est abattue sur nous. Ma mère a développé une cataracte à un âge très jeune, mon père a perdu ses 2 emplois, mon frère et moi étions constamment malades et ma petite sœur se mettait à hurler sans raison. Nous étions presque à la rue quand, en cherchant quoi vendre pour nous en sortir, nous sommes retombés sur ces objets. Nous n'avions aucune idée de leur valeur. Pour en savoir plus, mon père a contacté un de ses amis au Pérou, qui avait travaillé dans un musée. Après plusieurs échanges, cet ami lui a dit que ces objets n'étaient pas censés quitter leur terre d'origine, qu'ils ne valaient pas grand-chose et qu'ils étaient probablement maudits. Il a ajouté que, pour lever la malédiction, il fallait piquer un doigt, mettre une goutte de sang sur chacun des vases et les renvoyer au pays. Nous étions sceptiques. On s'est dit qu'il voulait sûrement récupérer les vases pour les revendre. Une histoire de sacrifice de sang ? Cela nous paraissait absurde. 2 jours plus tard, mes parents ont eu un grave accident de voiture. Ils s'en sont sortis mais ont dû arrêter de travailler plusieurs semaines. Après cela, ils ont décidé qu'il valait mieux renvoyer les vases et suivre la procédure conseillée. Nous les avons renvoyés la semaine suivante. À partir de là, tout s'est amélioré. Mon père a trouvé un excellent travail, ma mère également. Nous avons obtenu un logement très abordable et toute la famille a retrouvé une bien meilleure santé. Je n'ai jamais croisé d'objet maudit, mais il m'est arrivé de tomber sur un objet qui semblait béni, et cette expérience m'a marqué. C'était lors d'une vente de succession. Parmi les objets disposés sur les tables, il y avait une petite figurine en céramique représentant la Vierge Marie. En la prenant dans mes mains, j'ai ressenti une impression que je n'avais jamais connue auparavant, une sorte de paix profonde, presque une chaleur intérieure. Le seul mot qui me vient pour décrire cela est « saint ». J'étais certain, au plus profond de moi, que cette statuette avait été bénie. Je l'ai achetée sans hésiter. En l'examinant plus tard, j'ai vu qu'elle venait de France et portait des inscriptions en français, ce qui ajoutait encore à son aura particulière. J'ai l'habitude d'arpenter les ventes de garage et les ventes de succession, et il m'arrive souvent de trouver des meubles ou des objets anciens que je récupère pour les restaurer et les revendre dans mon stand d'antiquités. Un jour, j'ai acheté une vieille chaise avec l'idée de la repeindre et de la remettre en état. Mais en commençant à travailler dessus, je me suis vite rendu compte qu'elle était irrécupérable, trop abîmée pour être sauvée. Agacé, je l'ai soulevée et l'ai jetée par-dessus ma clôture, dans l'allée à l'arrière, avec l'intention d'aller la mettre tout de suite dans la benne à ordures. Il s'est écoulé à peine 15 secondes. J'ai ouvert mon portail pour aller récupérer la chaise et la jeter, mais elle avait disparu. Je me suis mis à chercher autour de l'endroit où je l'avais lancée, dans l'allée, dans la benne, partout. Rien. Personne n'aurait pu passer en si peu de temps sans que je l'entende marcher sur le gravier ou ouvrir un portail. La chaise s'était tout simplement volatilisée. Un peu de contexte d'abord. Mon colocataire et moi étions tous les deux des chrétiens pratiquants, donc je crois au spirituel, aux démons et tout ce qui s'y rattache. Mais jusqu'alors, je n'avais jamais vécu quelque chose que je pouvais qualifier de surnaturel. Tout a changé il y a 3 ans. Nous vivions dans un petit appartement à l'époque. La petite amie de mon colocataire,
que nous allons appeler Joe, venait de rentrer d'un voyage missionnaire en Haïti et lui avait rapporté un cadeau. C'était un éléphant grossièrement sculpté dans du bois, qu'un enfant haïtien lui avait offert. Cette chose était franchement effrayante, elle dégageait une aura inquiétante rien qu'à la regarder. Clairement fait à la main, avec une finition maladroite, c'était un objet dérangeant. Joe, en bon petit ami, accepta le cadeau avec gratitude. J'ai exprimé, à moitié en plaisantant mais aussi sérieusement, que je n'aimais pas du tout l'énergie que cette chose dégageait. Il m'a répondu qu'il trouvait ça bizarre lui aussi, mais que c'était un cadeau et qu'il comptait le garder, dans notre chambre en plus. Ce soir-là, j'ai reçu un message inattendu de ma voisine d'en face. Nous étions amis mais nous ne nous écrivions jamais, donc c'était étrange qu'elle m'envoie « Ça va ?» J'étais dans le salon en train de regarder un film et je lui ai répondu « Oui, je me détends devant la télé. » Elle a écrit « Ah, ok. J'ai cru te voir dans ta chambre, en train de marcher de long en large. » Mon cœur s'est arrêté. J'étais seul à la maison. J'ai couru dans la chambre et tout était calme. Mais en jetant un regard vers cette statuette de bois, j'ai eu l'impression qu'elle me fixait. J'ai fermé la porte, troublé mais pas encore complètement effrayé. Quelques heures plus tard, il était l'heure de dormir. Joe était rentré et je lui ai parlé du message, mais il n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Je dors déjà mal en temps normal, donc cette histoire n'a pas arrangé les choses. Finalement, j'ai fini par sombrer dans le sommeil. Cette nuit-là, j'ai ressenti une chose que je n'avais jamais connue. Mes yeux étaient grands ouverts, comme collés, et je n'avais même pas conscience de cligner. Mon corps était paralysé, impossible de bouger quoi que ce soit. Seuls mes yeux m'obéissaient. J'ai regardé vers Joe qui dormait profondément, j'ai essayé de crier mais aucun son n'est sorti. Puis mes yeux se sont posés sur le pied du lit, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une silhouette noire, d'une obscurité telle qu'elle se détachait du reste des ténèbres. Pas de visage, pas de forme précise, juste l'impression d'un être humanoïde qui aspirait la noirceur environnante et devenait toujours plus sombre. J'ai essayé de lever les yeux pour éviter de le regarder, mais il était si grand que je ne pouvais pas l'ignorer. Alors une pression énorme a écrasé ma poitrine. Quand j'ai regardé en bas, cette chose était désormais au-dessus de moi. Elle ne rampait pas, elle lévitait, se rapprochant encore et encore jusqu'à ce que mon champ de vision ne soit plus rempli que par ce vide noir. Il n'y avait aucune émotion, aucun son, rien du tout. Juste le néant. Et c'est ça qui me hante encore, cette absence totale de tout, plus terrifiante que n'importe quel monstre. Je ne me souviens pas de son départ ni du moment où je me suis rendormi. Je me suis simplement réveillé le matin suivant. J'ai voulu croire à un cauchemar, mais quand j'ai vu la statuette en bois par terre, à 3 mètres de son étagère, juste au pied de mon lit, j'ai senti la peur m'envahir. J'ai immédiatement fait le lien entre les deux. Je n'ai jamais souffert de paralysie du sommeil, ni avant ni après cet épisode. Nous nous sommes débarrassés de l'éléphant sculpté, nous avons béni chaque pièce de l'appartement, et plus rien d'étrange ne s'est produit jusqu'à notre déménagement. Je suis persuadé que cet objet avait quelque chose d'attaché à lui. Je n'y connais pas grand-chose, mais vu ses origines haïtiennes, mon premier réflexe a été de penser au vaudou. Je suis archéologue, et il y a une fois où notre équipe a vécu une expérience assez étrange. Nous étions en train de faire une prospection sur un site quand nous sommes tombés sur ce qui ressemblait fortement à des restes humains. Par précaution, nous avons immédiatement contacté le médecin légiste du comté pour qu'il vienne examiner la découverte. Peu après, une série d'événements bizarres et malheureux est tombée sur chacun des membres de l'équipe, au point que nous avons commencé à plaisanter en disant que le projet était maudit. Au départ, nous étions 4. Le premier à être touché fut notre chef d'équipe. Il est tombé malade si soudainement et si sévèrement qu'il n'a pas pu rester sur le terrain et a dû rentrer chez lui. Ensuite, un de mes collègues a reçu un appel dramatique, son chien était atteint d'une maladie incurable et devait être euthanasié. Il a quitté le projet pour être auprès de son animal. Il ne restait plus que moi et un autre membre de l'équipe. Après une journée complète de prospection, je rentrais à l'hôtel en conduisant le camion de travail quand, sans aucun signe avant-coureur,
le moteur s'est arrêté net en plein milieu de l'autoroute. Impossible de redémarrer. J'ai dû appeler mon collègue pour qu'il vienne me chercher et me ramener. À ce stade, il ne restait presque plus rien de l'équipe initiale et nous avions tous cette impression étrange que quelque chose ne tournait pas rond. Quelques jours plus tard, les résultats sont arrivés et nous avons appris que les os que nous avions trouvés n'étaient même pas humains. Il s'agissait en réalité des restes récents d'un ours. Tout ce qui nous était arrivé n'avait donc probablement rien à voir avec la découverte. Pourtant, sur le moment, chacun de ces incidents semblait s'enchaîner comme les pièces d'un récit de malédiction. L'année dernière, je suis allé chiner dans un marché aux puces d'une petite ville voisine. J'étais en pleine période de stress et j'avais besoin de me changer les idées. Parmi les objets que j'ai trouvés, il y avait une poupée en plastique qui semblait dater des années 1940 ou 1950. Elle portait une robe et des chaussures faites à la main. Ses cheveux, qui paraissaient réels, étaient collés à son cuir chevelu avec un bonnet de perruque découpé dans un vieux sac de farine. Ses petites dents avaient été sculptées séparément et l'intérieur de sa bouche semblait fait d'un matériau composite. Sans trop savoir pourquoi, j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai décidé de l'acheter, surtout parce que j'aime fabriquer des vêtements de poupées. J'ai remarqué que je l'avais gardée avec moi dans certaines pièces pleines de meubles anciens et particulièrement silencieuses, qui dégageaient une atmosphère étrange. Avec le recul, je me dis que quelque chose a peut-être pu s'attacher à la poupée. Une fois rentré, j'ai commencé à la nettoyer. J'ai lavé ses cheveux et les ai mis en plis pour qu'ils sèchent bien, puis je les posais sur ma commode, près de mon lit. La première nuit, je n'arrivais pas à dormir, je ne pouvais pas arrêter de penser à la poupée. Peu importe à quoi j'essayais de réfléchir, c'était comme si elle me forçait à ne penser qu'à elle. Quand j'ai enfin fini par m'endormir, j'ai fait des rêves étranges, rapides, presque comme des rêves de fièvre. Au milieu de tout ça, j'ai vu la poupée et elle m'a dit que son nom était Sibylle. Ce nom est venu de nulle part, il m'a semblé totalement étranger. Le deuxième jour, chaque fois que j'entrais dans ma chambre, j'apercevais de sombres ombres filer dans le coin de mes yeux. Comme j'étais déjà très stressé, j'ai d'abord cru que c'était mon imagination. Mais pendant que je retirais les pinces de ses cheveux et que je la regardais dans les yeux, j'ai senti une vive douleur dans le bas du dos. Une angoisse m'a envahi et j'ai reposé la poupée sur la commode. Cette nuit-là encore, j'ai eu ces rêves désordonnés, et le matin je me suis réveillé complètement épuisé, avec toujours cette obsession de la poupée. Le troisième jour a été le point de rupture. Le soir, non seulement je ne pouvais pas arrêter de penser à elle, mais mon corps entier s'est mis à trembler de façon incontrôlable. Je ne prends pas de drogue, je ne bois pas, rien qui puisse expliquer ces secousses. Il ne faisait pas froid non plus. C'était juste une peur viscérale, une certitude que la poupée derrière moi était en train de me terrifier. J'ai dû quitter ma chambre et rester en bas presque 1 heure avant que ça cesse. Plus tard, je suis allé voir ma mère, qui était alors hospitalisée, ce qui expliquait en grande partie mon stress. Je lui ai raconté ce qui se passait avec la poupée, mes rêves et ses tremblements. Elle a immédiatement eu un mauvais pressentiment et m'a dit de m'en débarrasser. De retour chez moi, j'ai fait brûler de l'encens autour de la poupée, en lui disant clairement que ce qui lui était attaché devait rester avec elle. Je l'ai emballée dans une boîte et je l'ai déposée dans un magasin de seconde main d'une ville voisine. Dès qu'elle a quitté la maison, ma chambre a changé. L'air y était plus léger, je n'ai plus vu d'ombre, et j'ai enfin pu dormir normalement. Je ne sais pas si la poupée est toujours dans ce magasin ou non, et je n'ai aucune envie d'aller vérifier. Je crois sincèrement que quelque chose se nourrissait de mon stress et de mon angoisse à travers elle. Je suis soulagé de m'en être débarrassé à temps. J'avais acheté à ma fille un vieux livre de cuisine des années 70. Rien de particulier, un manuel simple rempli de recettes faciles destinées aux débutants. L'objet semblait tout à fait banal, usé par le temps mais sans rien qui attire l'attention. Pourtant, chaque fois qu'elle l'utilisait pour préparer un repas, des phénomènes étranges survenaient dans la cuisine. Des couteaux glissaient tout seuls et traversaient le plan de travail comme projetés par une main invisible.
Des objets tombaient des étagères sans raison, parfois même de l'autre côté de la pièce, comme si quelque chose cherchait à perturber l'atmosphère. Cela ne se produisait jamais en dehors de ces moments précis, uniquement quand le livre était ouvert sur le comptoir. Au début, elle a voulu se convaincre que c'était le hasard ou de simples maladresses, mais plus les incidents se répétaient, plus cela devenait troublant. C'était toujours la même mécanique, elle ouvrait le livre, choisissait une recette, et aussitôt une tension étrange s'installait dans la pièce avant que quelque chose ne tombe ou ne vole à travers la cuisine. Au bout d'un moment, la gêne est devenue trop forte. Elle a décidé de jeter le livre, simplement, sans cérémonie. Et aussitôt, tout est redevenu normal. Plus aucun objet déplacé, plus aucun accident inexplicable. Comme si l'étrangeté avait été contenue dans ces pages jaunies. Il y a quelques années, nous cherchions à acheter une nouvelle maison. J'ai trouvé la maison de mes rêves, une victorienne des années 1890, avec une grande véranda qui faisait le tour, des vitraux d'origine et un parquet magnifique. Dans l'une des chambres à l'étage, il y avait un immense plateau de Monopoly peint directement sur le plancher en bois, probablement depuis au moins 70 ans. La maison était dans notre budget et dans un excellent secteur scolaire pour ma fille. Nous sommes allés la visiter et l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Plus je découvrais les pièces, plus je tombais amoureuse de l'endroit. J'ai remarqué quelques œuvres étranges, à tendance occulte, mais comme je suis un peu bizarre moi-même, ça ne m'a pas dérangé. Je me suis dit que je pourrais purifier les lieux à la sauge si jamais il y avait une mauvaise énergie. Puis nous sommes arrivés dans ce que j'appelle la chambre du démon. Pour de vrai, une pièce entière remplie d'art satanique, de taxidermie mal faite, de vieilles poupées inquiétantes et de mauvaises vibrations. Il y avait un crâne de vache avec l'alphabet de la planche Ouija inscrit dessus, des animaux momifiés sous des cloches de verre. J'ai ramassé un ours en peluche et son visage était remplacé par un trou ensanglanté rempli de dents. Pendant ce temps, l'agent immobilier restait à l'extérieur de la pièce, transpirant et visiblement mal à l'aise. Moi je riais un peu, parce qu'encore une fois, je trouve ce genre de choses intrigantes, et je lui ai demandé si elle savait que tout cela se trouverait là. Elle était aussi surprise que nous et n'attendait qu'une chose, partir. Nous avons fini la visite, j'étais complètement sous le charme, et nous avons quitté les lieux. Avec mon mari, nous avons commencé à parler sérieusement de faire une offre. Le lendemain, je suis tombé malade. Infection respiratoire sévère, forte fièvre, extinction de voix totale. J'ai mis ça sur le compte d'une coïncidence. Nous avons continué à discuter de la maison et décidé d'y retourner avec mes parents pour avoir leur avis. Cette fois, nous y sommes allés avec une amie récemment devenue agent immobilier. J'ai descendu au sous-sol avec mon père, qui est ingénieur électricien et connaît bien les vieilles maisons. Impossible de rester là-dessous. Lui non plus ne supportait pas l'endroit. Tout le monde parlait de cette sensation de noirceur qui planait sur la maison, mais en même temps, on reconnaissait qu'elle était splendide et qu'elle semblait être une bonne affaire. En rentrant, j'ai été encore plus malade. Le lendemain, diagnostic, angine streptococcique et conjonctivite. J'ai pris ça comme un signe et je n'y suis jamais retourné. La maison est finalement sortie du marché. Une telle propriété aurait dû trouver preneur rapidement, mais le panneau est resté en place pendant au moins 8 mois. Le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que personne d'autre que moi n'est tombé malade. Pourtant, j'ai un système immunitaire solide, endurci par des années à travailler dans des écoles en ruine de centre-ville, avec moisissures, cafards, souris et une ribambelle d'enfants enrhumés. Je ne sais pas vraiment si ces objets sont maudits, mais ils me mettent profondément mal à l'aise. Mon mari a hérité de 2 drapeaux japonais encadrés, des drapeaux de bonne fortune qui, à l'époque, étaient portés par les soldats avant de partir au combat. Ces drapeaux appartenaient à son grand-père qui avait combattu à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale, et je pense que tu peux facilement imaginer de quelle manière il les a obtenus. Les tissus sont recouverts d'écritures en caractères japonais. Il y a quelques années, j'avais fait traduire ces inscriptions par un traducteur en ligne, et la majorité des messages disaient des choses du genre « battez les Américains » ou encore « aucune pitié ».
Lire ces mots m'avait glacé, comme si je tenais entre mes mains un vestige imprégné de haine, une trace de ce que la guerre avait laissé de plus sombre. Depuis, chaque fois que je croise ces drapeaux dans notre maison, j'ai l'impression qu'ils dégagent une énergie pesante, comme un souvenir qui n'a pas trouvé sa place et qui refuse de disparaître. J'ai essayé à plusieurs reprises de convaincre mon mari de les donner au musée militaire de notre État. Là-bas, ils pourraient avoir un sens, une utilité, devenir un témoignage de l'histoire au lieu de rester enfermés dans notre maison à nous rappeler constamment d'où ils viennent. Mais il m'a toujours répondu qu'il en était incapable. Il dit que c'est une partie de l'héritage de son grand-père, qu'il n'arrive pas à s'en séparer, comme si rendre ses drapeaux revenait à abandonner un morceau de son histoire familiale. J'ai fait partie d'un groupe pendant un court moment et nous n'avions pas encore de chanteur. Un soir, le bassiste m'a présenté celui qu'il avait décidé d'intégrer au groupe sans en parler à personne, dans un club. Le type m'a serré la main et m'a dit qu'on se reverrait plus tard parce qu'il avait quelque chose à faire avant. Cette chose, c'était assassiner son ex-petite amie juste devant le club. Quelques minutes après notre rencontre, il s'est suicidé. Une semaine plus tard, j'ai vu son fantôme dans mon salon, assis sur le canapé en train de me fixer. L'un des gars du groupe a aussitôt écrit une chanson à son sujet et nous l'avons jouée à chaque répétition et à chaque concert. Je suis persuadé que cette chanson était un objet hanté ou maudit. Le niveau de malchance qui s'est abattu sur tous les membres restants du groupe relevait du cinéma, du genre Destination Finale. Nous ne sommes restés ensemble que 2 ans, mais les conséquences se sont étendues sur plusieurs années. Nous avons même enregistré 2 disques durant cette période que j'ai fini par me débarrasser, car j'étais convaincu qu'ils étaient maudits. Ironiquement, la chanson sur le meurtrier figurait sur les 2 albums, même si personne d'autre que celui qui l'avait écrite ne voulait la jouer. De temps en temps, je retombe sur un de ces disques sans prévenir, comme s'il me hantait. On me l'a déjà tendu en me disant « Regarde ce que j'ai trouvé par terre » et je refuse catégoriquement d'y toucher ou de le garder chez moi. Je n'habite plus du tout dans la région où j'étais quand je faisais partie de ce groupe, mais les disques semblent être hantés et continuer à apparaître, peu importe où je vais. Ma femme avait reçu un cadeau de sa meilleure amie, un petit masque africain qu'elle avait rapporté d'un voyage sur le continent. C'était un objet simple en apparence, sculpté dans le bois sombre, avec un visage figé qui semblait observer quiconque posait les yeux sur lui. Au début, nous n'y avions pas prêté grande attention, mais peu de temps après, les choses ont basculé. Son amie, celle qui avait offert le masque, l'a donné à son tour, comme si elle ne voulait plus le garder. Peu après, elle a trouvé la mort dans un incendie terrible, une mort atroce et mystérieuse, brûlée vive dans des circonstances que personne n'a jamais su expliquer. L'idée d'une simple coïncidence ne m'a jamais paru convaincante, surtout avec ce qui est arrivé par la suite. Un soir, poussé par une inquiétude grandissante, j'ai participé à une séance de spiritisme avec une planche de Ouija. Au milieu de la session, les verres ont commencé à bouger d'une manière glaciale, nette, comme guidés par une main invisible. L'esprit qui s'est manifesté a prétendu habiter ce masque. Il a affirmé que quiconque tenterait de s'en débarrasser connaîtrait le même sort que l'ami de ma femme, brûlé vif, consumé dans les flammes. Ma petite amie du lycée avait une vie très compliquée. Nous sommes restés ensemble 1 an et demi, mais seuls les 4 premiers mois ont vraiment été heureux et agréables. En l'espace d'1 mois ou 2, sa famille a perdu sa maison parce que ses grands-parents, qui en étaient propriétaires, ont décidé de la vendre pour acheter un camping-car. Son père a perdu son emploi, sa mère a avoué qu'elle le trompait après plus de 20 ans de mariage et tous les 2 sont devenus alcooliques. Ma copine avait un jardin zen, une petite boîte en bois remplie de sable, avec un râteau et de petits objets qu'on pouvait déplacer pour, soi-disant, provoquer des changements dans la vie. Elle s'est mise à croire que ce jardin zen était la source de tout leur malheur. Nous avions 15 ans. Moi, un peu bêtement, j'ai dit, on n'a qu'à le détruire. Elle a accepté. Nous l'avons sorti dans son allée et j'ai écrasé la boîte avec un bloc de ciment. Je n'étais pas du tout préparé à ce qui s'est produit ensuite.
Des sortes de lumières en sont sorties et se sont mises à danser. C'était comme quand on agite un feu de Bengale dans l'obscurité, sauf que cela se passait en plein jour. Ces chaînes étincelantes virevoltaient devant nous avant de revenir vers la boîte dans un éclat aveuglant, puis tout a disparu. Dans les semaines qui ont suivi, sa mère a quitté la famille définitivement, ce qui était finalement une bonne chose. Ils ont trouvé une maison pas très loin, ce qui a permis à son petit frère handicapé de rester dans son école. Son père a obtenu une aide financière, il a maîtrisé sa consommation d'alcool et, pour la première fois de la vie de ses enfants, il a été un bon père. Cette période a duré environ 1 an avant qu'il ne sombre dans l'héroïne. Ma copine, elle, est devenue une grande fêtarde. Je l'ai quittée après plusieurs tromperies parce qu'elle passait littéralement toutes ses soirées à se droguer, boire et coucher avec des inconnus. Elle n'avait que 17 ans. Je continue de penser que ce petit objet étrange avait vraiment un certain pouvoir sur la vie de sa famille. J'ai eu 2 expériences marquantes dans mes explorations urbaines. J'ai un ami en qui j'ai entièrement confiance pour tout ce qui touche au spirituel, appelons-le A. À l'époque, son petit ami m'avait offert un pendentif métallique en forme de balle suspendu à un cordon. Il affirmait l'avoir rempli de substances capables de créer un charme protecteur, spécialement destiné à me protéger des dangers que l'on peut rencontrer dans les bâtiments abandonnés. Par curiosité, je l'avais ouvert une fois, et à l'intérieur se trouvait une sorte de pâte parfumée et des morceaux de plantes. Le temps passa, et leur relation prit fin. Il était devenu manipulateur et commençait à avoir des comportements abusifs, insidieux, presque invisibles pour les autres mais pesants pour A. Le pendentif, de mon côté, je ne le portais presque jamais. Chaque fois que je le tenais dans ma main, je ressentais une sorte de courant électrique, une vibration désagréable qui ne me donnait pas envie de le garder. Un jour, j'ai demandé à Adi d'y jeter un œil. Elle a ressenti la même chose que moi, un mauvais pressentiment, une énergie lourde qui n'avait rien de protecteur. Nous avons convenu qu'il valait mieux s'en débarrasser. Peu après, alors que je me trouvais sur un bateau au-dessus d'une zone où l'eau est très profonde, j'ai jeté le pendentif par-dessus bord. Il a disparu dans les vagues, englouti à jamais. À ce moment précis, j'ai eu l'impression que quelque chose se détachait de moi, comme si je m'étais libéré d'un poids que je ne comprenais pas totalement. La deuxième histoire remonte à plusieurs années, avec un objet hérité de ma tante décédée, qui vivait à plusieurs états de distance. Chaque fois que je lui rendais visite, elle aimait me donner des petits objets, des bibelots qu'elle ramassait un peu partout. L'un d'entre eux provenait d'un vide-grenier, une figurine faite de paille, avec les bras écartés, un chignon sur la tête, 2 perles noires en guise d'yeux et une jupe creuse destinée à recouvrir une bouteille. Elle me l'avait offerte avec une bouteille de Kérès vide. La figurine portait aussi une fine chaîne dorée autour du cou. Je l'avais posée sur une étagère, sans trop y réfléchir. Elle ne me paraissait pas forcément effrayante, mais étrange, comme un objet qui ne trouvait pas sa place. Chaque fois que je la regardais, j'avais une sensation bizarre, difficile à définir. Puis, un jour, A est venu chez moi. En la voyant, il s'est figé et a dit que cette chose était franchement flippante. Et sur le moment, j'ai réalisé qu'il avait raison. Je l'ai décroché et lui ai montré de plus près. Il m'a dit qu'il pensait que c'était peut-être une sorte de totem, presque comme une poupée vaudou, fabriquée pour représenter quelqu'un qu'on voulait maudire ou accabler d'un sort. La chaîne dorée, selon lui, pouvait être le symbole même du lien ou de l'attache qui permettait à cette malédiction d'agir. Je n'avais jamais vu la figurine de cette façon, et je m'étais probablement laissé apaiser par le fait qu'elle venait de ma tante. Pourtant, au fond de moi, je savais que l'énergie qui s'en dégageait n'était pas saine. Alors, nous avons pris une décision radicale. Nous avons jeté la bouteille, brûlé la figurine de paille et emporté la chaîne pour la laisser dans une forêt, à un endroit isolé où personne ne la retrouverait jamais. La maison de mon enfance était un ancien funérarium. Un jour, alors que j'avais une dizaine d'années, un objet étrange apparut dans notre garde-manger. C'était un calice en ivoire, finement sculpté et poli, d'une beauté troublante. L'intérieur de la coupe était taché d'une couleur rouge-brun,
qui ressemblait à du vieux sang séché plutôt qu'à du vin, et aucune tentative de nettoyage ne parvenait à effacer ces marques. Le pied du calice représentait une créature, mi-femme mi-fée, sculptée comme si elle soutenait la coquille formant la coupe. Son visage avait une expression neutre, ni joyeuse ni triste. Ma famille refusa de le toucher, mais moi je l'ai gardé. Au début, je l'examinais presque chaque jour, fasciné par les détails, mais avec le temps, je l'ai oublié et je l'ai rangé sur une étagère de ma chambre. C'est alors que les choses étranges commencèrent. Le calice ne restait jamais là où je l'avais posé. Je le déposais sur une étagère, puis le retrouvais sur ma commode ou sur mon bureau. À l'époque, je n'y prêtais pas grande attention, je pensais que c'était moi qui l'avais déplacé sans m'en rendre compte. Puis un jour, notre chien Charlie dut être euthanasié. Mon père et moi avons creusé une tombe sous le pêcher du jardin pour l'enterrer. En creusant, ma pelle heurta un objet dur. Mon père se pencha pour le sortir et, à ma stupeur, c'était le calice. J'avais pourtant la certitude qu'il était dans ma chambre. La chute l'avait brisé et la tête de la créature sculptée s'était détachée. Ce qui me glaça, c'est que son expression avait changé. Ses traits, autrefois figés et neutres, semblaient désormais pleins de chagrin, comme si elle pleurait. Mon père, sans dire un mot, écrasa l'objet à coups de pelle jusqu'à ce qu'il se brise, et nous l'avons laissé là. Un an plus tard, le calice réapparut dans le garde-manger. Il était toujours sans tête, mais intact. Cette fois, ma famille décida de le brûler le soir même, pensant mettre fin à ce mystère. Pendant longtemps, je n'ai plus rien revu. Mais 2 ans en arrière, après mon installation en Australie, je me suis couché un soir et j'ai découvert, posé au milieu de mon lit, la tête d'ivoire de la créature. Ce fut la première fois depuis des années que je me suis effondré en larmes. Je n'avais pas ressenti une peur aussi brutale depuis mon enfance, et je savais, à ce moment-là, que ce calice ne m'avait jamais vraiment quitté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.